chez un bailleur Pas-de-Calais Habitat. Et merci de l'invitation et l'ensemble des témoignages précédents, parce qu'on s'est retrouvé un petit peu dans notre démarche depuis 2009 au sein de Pas-de-Calais Habitat, au travers du prisme de l'habitat social et de la problématique qu'on peut avoir avec nos habitants, nos équipes de proximité, et comment demain on répond aux enjeux d'évolution sur l'intelligence collective au sein d'un quartier, d'un collectif d'habitants. Alors nous avons choisi de vous faire une démonstration, un récit quelque part, de où nous partons dans le domaine de l'habitat social, qui est un vaste domaine en France, 12 millions d'habitants. Un habitant sur 6 habite dans l'habitat social, dans ses différentes formes, avec parfois une énorme précarité, ce qui modifie carrément la conception des outils, des environnements, du modèle économique français, mais aussi européen. Il y a une grosse réflexion en Europe qui se situe dans la modernisation des pratiques, des outils, fonctions de l'habitat social. C'est un peu cette histoire que nous tentons de dérouler avec vous. Alors, après la photo de départ, que je vous montrerai tout de suite après, nous avons décidé de faire une proposition d'autres formes d'habitat, un habitat dit contributif, qui correspond à un modèle d'économie contributive, qui n'est pas un modèle d'habitat participatif, collaboratif, qui est une autre forme d'habitat, qui n'existe pas à l'heure actuelle. Forcément, ça nous engage à engager une recherche un peu en disruption avec les standards, et qui nous oblige à prendre des risques tout à la fois, et des partis pris. Le parti pris, c'est d'orienter un modèle, de le conceptualiser, mais aussi de l'analyser dans le détail, de trouver des indicateurs pour effectivement prouver que nous sommes sur le bon chemin. Cet habitat contributif, nous le définissons comme une communauté autodéterminée, qui fait ses propres choix, ses propres orientations, qui crée ses outils, et qui désire, avec les ressources territoriales, avec les décideurs, avec les financeurs, de créer un autre modèle. Ce modèle est essentiellement basé sur l'économie sociale et solidaire. La fonction économie contributive est un modèle inclus dans l'économie sociale et solidaire. Un autre parti pris dans notre démarche a été de valoriser socialement les habitants. Ça fait 10 ans que nous le faisons. Et nous les associons en termes de chercheurs associés, chercheurs du quotidien, à nos démarches de recherche. C'est vraiment une recherche très appliquée dans le domaine de l'habitat. Alors pour nous présenter quand même un petit peu dans cette démarche-là, donc Pas-de-Calais Habitat, on est bailleur sur le Pas-de-Calais. On gère 40 000 logements, on est répartis sur 5 territoires différents, en histoire, en population, en type d'habitat et en type d'animation de ces habitats-là. Et on travaille depuis 2009, alors en binôme, Alain il ne s'est pas présenté, mais il est sociologue. Il commence à dériver un peu vers la technique, vers le numérique. Et moi je suis un peu un technicien, un expert, un ingénieur. Et on chemine depuis maintenant 10 ans ensemble sur la thématique de comment améliorer le mieux vivre de l'habitant. Comment mettre un peu de technique, un peu de sociologie, un peu d'accompagnement, un peu de formation, et être toujours comme nos précédents exposés en mode projet. Ce qui fait que pour travailler au sein du bailleur, Pas-de-Calais Habitat, notre direction nous a toujours dit que la contrainte, c'est forcément une opportunité. Donc depuis quasiment 5 ans, on travaille sur des programmes européens, aller chercher de la richesse au sein d'autres communautés, d'autres exemples, d'autres bailleurs, pour essayer d'en faire une méthodologie et en faire demain peut-être un nouveau métier du bailleur dans sa relation de proximité. Et pour ce faire, on travaille avec aussi bien des bailleurs anglais, qui sont Radion, qui sont Optivo, Cycle, Housing, qui ont cette capacité de créer dans l'habitat social de la relation, de l'activité, en mode projet avec les habitants. On travaille aussi avec d'autres bailleurs de la région de Rennes, de la région de Nantes, en mode projet, toujours pareil, pour faire en sorte globalement d'apporter des solutions aujourd'hui aux évolutions réglementaires. On parlait tout à l'heure de la loi Elan, qui nous pousse aujourd'hui à trouver des solutions d'accompagnement de nos locataires sur l'énergie, sur la précarité et sur les nouveaux services à la personne. Donc on travaille aujourd'hui en mode projet, on analyse, on met en œuvre
et on a un certain nombre de résultats sur notre capacité à mobiliser nos collectifs d'habitants. Alors, ce programme, notre démarche est subventionnée par la Commission européenne, Interreg. Le projet est européen. Il s'agit de remettre dans la voie de la modernisation de 6 000 habitants, répartis chez 7 bailleurs en Europe, principalement en France et en Angleterre, dans le cadre de la modernisation des services de l'habitat. L'habitat se réforme, évolue techniquement, ses fonctions évoluent, les techniques l'investissent massivement maintenant, mais pas assez à notre goût, et pas assez avec les habitants, ou surtout à notre goût. Comment dire, nous désirons nous inscrire dans ces programmes de vision européenne, bien au-delà de l'Europe. Le Canada aussi a cette vision prospective de valorisation des habitants, l'Angleterre, le Japon. De nombreux pays ont cette même réflexion de modernisation de l'habitat social, public, sachant qu'il y a une distinction à faire entre public et privé. Donc, notre mission, c'est de remettre à l'activité 6 000 personnes en France et en Angleterre, en les associant à la modernisation de l'habitat social. Et on va vous expliquer et dérouler comment. Tout d'abord, forme d'habitat social, l'habitat et ses multiples formes. Immeubles, individuels, grands collectifs, grands parts, lotissement, c'est un immense secteur d'activité en France. Que ce secteur qui alimente en permanence des chantiers, des modernisations et des nouvelles façons de faire, tout simplement. Notre réflexion était de dire qu'en définitive, nous avions, nous, bailleurs publics, une population très précaire, vraiment très précaire. Et avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, d'abord, l'emploi. Environ, c'est une photo peut-être qu'elle habite, je ne prête pas qu'elle soit une photo nationale. 29% des habitants, l'année dernière, avaient un emploi. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de non-activité. Un locateur sur 4 est en situation de vieillissement, c'est-à-dire plus de 65 ans, avec peu de chances d'intégrer des établissements spécialisés. En plus, nous avons, comment dire, des personnes seules, des nouvelles typologies d'habitants qui sont dans une précarité très forte. Beaucoup de personnes, femmes avec enfants, familles monoparentales isolées, des retraités pauvres, bref, un tableau qui est vraiment, vraiment très, très précaire. Tout au moins sur les Hauts-de-France et chez nous, Macalhabitat. On ne peut pas moderniser sans méconnaître cette situation de précarité. Donc, l'objet de cette intervention, c'est de dire comment pourrions-nous associer les habitants à cette modernisation en leur apportant de nouvelles richesses, pas seulement monétaires, mais de nouvelles capacités de faire, en définitive. Sur ce programme, l'ambition est de remettre sur les 6 000 personnes qu'on a touchées, de remettre 4 000 personnes dans des cycles de formation pour retrouver, pour certains, une activité et pour d'autres, un retour à l'emploi et une connexion avec son environnement. Dans cet exercice-là, depuis 2 ans, on a mené sur 5 prototypes, c'est-à-dire 5 quartiers, à l'échelle de 300-400 logements. C'est l'échelle d'un gardien, de son équipe de proximité, de son équipe d'entretien, de maintenance. Tout à l'heure, on parlait d'échelle, mais là c'est important, on est dans une échelle humaine d'intervention et de connaissance du patrimoine. Les gardiens logent dans le territoire et connaissent parfaitement les familles, l'évolution des familles et cette mise en place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces prototypes-là, on s'est rendu compte que très rapidement, qui revient aussi pareil au discours qu'on a depuis cet après-midi, mais ramener une population dans un quartier, à partir du moment où on informe, à partir du moment où on forme, à partir du moment où on explique, à partir du moment où on a cette relation, Jean-François Caron évoquait, de confiance, là, aujourd'hui, le terme technique qui est employé tout à l'heure de la boucle énergie, 95% des personnes aujourd'hui ont signé l'autoconsommation collective par panneaux solaires. La diapositive juste avant, vous avez vu que à 60% dans le Nord, le panneau solaire peut auto-alimenter un logement. C'est suite à des travaux qu'on a réalisés, des expériences, du monitoring, du smart meter qu'on a installé dans le logement. Et 95% des personnes font confiance aux bailleurs pour les accompagner dans ce changement d'usage et cette utilisation autrement de l'énergie disponible de cette ressource ENR. Et jusqu'à présent là,
on a des équipes et des locataires qui ont une fierté de changer la relation avec leur gardien. Et la semaine dernière, ils étaient au Parlement anglais, au même moment de la notation sur le Brexit, c'est un petit peu un paradoxe, pour expliquer avec les Anglais, avec les partenaires, le partenariat que vous avez vu, le lancement et l'explication et comment la personne a retrouvé l'intelligence au sein de son quartier pour s'organiser. Et on va passer au cours de cette mise en place-là, enfin de notre présentation, différents exemples de cette remise en état. Ces chiffres-là paraissent énormes au sein du bailleur et on s'est vite rendu compte qu'à partir du moment où les équipes, les locataires et l'environnement étaient mobilisés, on était bien en dessous de ce qu'on va réussir à mobiliser à l'horizon des 3 ans. Alors pour revenir sur la photo de départ, c'est-à-dire une très grande précarité, beaucoup de ménages en état de pauvreté très prononcé, entre 80 et 90% en moyenne, nous étions dit qu'il fallait proposer une autre forme d'habitat. Plus moderne, plus accessible aux ménages les plus précaires, économiquement, socialement, les plus affaiblis, et qui puissent participer, quel que soit leur état, seniors, jeunes, en état de travailler, d'avoir une activité, à l'amélioration de leurs conditions de vie et niveau de vie. Et c'est le chemin que nous prenons depuis 2 ans et sur un programme de 4 ans. En définissant cette proposition qui consiste à dire que nous pouvons moderniser l'habitat social sous différentes formes, en associant directement les usagers, qui ne sont plus simplement des consommateurs, mais des contributeurs, pour rester en respect de l'économie contributive. Et nos travaux sont fortement issus des travaux de Tars Industrialis. C'est-à-dire que nous croyons fortement que les technologies, quelles qu'elles soient, simples ou très complexes, peuvent participer à l'amélioration de la qualité de vie, mais aussi du niveau de vie. Pour des services qu'on n'aurait pas à acheter, pour des services qui seraient délivrés, pour des montées en compétences des usagers, puisque nous avons des centres de formation intégrés dans ce programme. Il s'agit de bien vivre dans l'habitat, de faciliter l'inclusion sociale, professionnelle, mais aussi d'avoir des indicateurs forts pour dire qu'avec la technologie, nous pouvons dire que nous avons progressé quantitativement, monétairement ou non monétairement, mais surtout qualitativement. Avec des indicateurs qui n'existent que peu dans le monde des bailleurs pour l'instant. Qualité de vie, climat social, espérance, et donc projection dans un avenir auquel ils peuvent participer. C'est aussi se découvrir dans l'action, dans l'activité de service. Et ça, c'est une énorme chance pour une population qui est très largement éloignée du milieu social et professionnel, surtout professionnel. Un autre côté du projet concerne l'énergie. Alors, dans ce projet-là, on a fait le constat là, depuis tout à l'heure qu'on a une population qui est très pauvre, qui a une précarité énergétique qui est très forte. On est dans le même département que Los Angeles, donc on se retrouve à la même problématique d'isolement de la population. Tout à l'heure, on parlait de personnes invisibles. On a aussi beaucoup de personnes qui sont invisibles, ni connues des services sociaux, ni connues des services droits communs liés à l'aide sociale, parce qu'en fait ils se rendent invisibles, ce qui amène à des sous-consommations, des consommations autres que l'énergie traditionnelle, le feu pétrole, le feu électrique, ou des choses qui ne sont pas forcément adaptées à l'usage du logement. Donc on a des solutions à trouver au niveau énergétique, et on a fait toute une démarche liée au mandatement, à l'achat d'énergie et à l'utilisation de la valeur de nos quartiers, qui sont nos toitures, où on peut disposer dessus des panneaux solaires. Sauf qu'on ne l'a pas voulu poser dans un modèle économique, je pose, je revends, et j'ai un modèle traditionnel d'investissement et de retour sur investissement par rapport au prix de la molécule. On les a posés dans un modèle économique, et là on termine le premier cycle de 400 m² pour 100 logements. De cette énergie-là va d'abord aux locataires, va d'abord aux parties communes, et va d'abord alimenter une dynamique sociale, une nouvelle dynamique sociale. Parce qu'on s'est posé toutes les questions de l'énergie solaire avec les locataires. Donc l'entrée de notre modèle habitat contributif était de dire l'économie qu'on va réaliser soit sur un meilleur usage de l'énergie, soit sur un achat de l'énergie groupée, puisque là aujourd'hui toute la réglementation nous permet d'avoir ces achats groupés sur des opérateurs sur le marché libre.
vont nous permettre d'intégrer de nouveaux services qui aujourd'hui, le deuxième volet est quand même le vieillissement de notre population dans nos quartiers. Ces services à la personne, comment on va pouvoir les rémunérer? Comment on va pouvoir les payer? Ils sont nécessaires, ils sont inévitables, ils sont contraints de toute manière. Donc aujourd'hui, on a une paupérisation qui a du mal à payer l'énergie. Comment demain, ils auront la possibilité de payer les services à la personne? Donc on a imaginé, en fait, un modèle économique où l'énergie venait contribuer au fait d'apporter du pouvoir d'achat pour pouvoir travailler de manière collective sur les services à la personne, sans se substituer aux services associatifs traditionnels de l'environnement lié au vieillissement de la population. Simplement, cette mise en connexion et cette capacité économique à payer. D'où le fait de travailler d'abord sur l'énergie. Ça donne tout un prétexte de la dynamique sociale liée à c'est quoi mon quartier, c'est quoi mon environnement, qu'est-ce que j'ai comme disponibilité autour et en quoi je peux aider le panneau solaire à mieux fonctionner, ce qui fait qu'on met moins de technologie pour suivre le panneau solaire, ça nous coûte moins cher. Et après, on est comment on peut développer et on continue cette dynamique-là pour faire en sorte que le locataire demain soit contributeur de sa qualité de vie et non plus acteur d'un process descendant de l'énergie renouvelable ou de l'autoconsommation. Alors sur le pilier social, en fait nous sommes aussi très inspirés par la troisième révolution industrielle, mais surtout aussi par son pilier social. C'est-à-dire comment on peut associer les usagers finaux des technologies à rendre une meilleure performance et à les rémunérer pour ça, surtout les plus pauvres. Et donc quelque part, nous concevons des nouveaux outils, nous concevons aussi des plateformes de gestion d'achat des énergies, des plateformes d'échange de services locaux, des plateformes de valorisation, d'enseignement, etc., etc. Donc nous créons les outils parce que nous ne les trouvons pas tels quels dans notre marché. Et nous les concevons avec les usagers, en règle générale, avec une conception que j'appellerais aticiste. C'est-à-dire que nous veillons à préempter sur le mauvais usage. Comment les technologies peuvent aider les usagers finaux à s'éviter les problèmes de l'informatisation générale amenée par les technologies. Et donc c'est une remarche bienveillante et contrainte pour les développeurs numériques que de travailler effectivement avec les usagers qui travaillent sur leurs intérêts propres et non pas sur les seules capacités des outils. Et donc quelque part, c'est une conception très centrée intérêt usager, puisque nous travaillons avec des communautés d'intérêt quelque part. Alors ce n'est pas une communauté territoriale en tant que telle, c'est 30 quartiers qui forment des micro-communautés, qui s'associent, s'entraident entre elles pour concevoir les outils et qui sont entourés par un modèle économique. Le modèle, nous travaillons avec Clément Morla, économiste, il est basé sur une valeur d'échange qui n'existe pas encore dans le domaine des bailleurs, qu'on essaie de définir, c'est-à-dire qu'on peut payer son loyer sous d'autres formes que de façon monétaire. On peut l'améliorer sous d'autres façons qu'en investissant monétairement, etc., etc. Donc c'est un modèle très souple, mixte, qui peut s'adapter à beaucoup d'environnements du secteur de l'habitat. Donc ça implique chez nous, comme l'expliquait Alain, sur 30 sites qui maintenant passent cette année, enfin en 2019, on met ce que nous on appelle en industrialisation, c'est-à-dire que le prototype qui a été fait l'année dernière, qui nous a permis de sortir des méthodes et un modèle. Aujourd'hui, on va le dupliquer sur les 30 sites pour aller chercher nos locataires. Il y a un changement du statut locatif qui va globalement pousser le locataire à contribuer à son mieux vivre. Quelque chose qui est tout simple, si on parle d'énergie, on a mis dans les parties communes des écrans. On a quelques diapos à la fin, mais on a mis des écrans dans la partie commune qui donnent toute la transparence, que tout à l'heure on parlait de transparence, on joue pas au poker, dessus, toute la transparence du service, tous les messages de ce qui fonctionne et surtout de ce qui fonctionne bien. On a un peu tendance à se donner le bâton pour se faire battre, on dit voilà, ça va pas, par contre il y a 90% des choses qui vont bien et ça on l'affiche. On l'affiche, on le met en participation. Et pour le solaire, j'ai eu un deal avec les 400 mètres carrés. Je dis, j'utilise le Linky qui va me faire mon comptage, je mets mes panneaux solaires, le petit onduleur qui va bien, j'injecte dans les réseaux et je partage dans les boucles solaires. Donc aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut avec les derniers arrêtés d'avril 2018 pour faire en sorte de pouvoir réaliser ça
correctement. Et je leur dis, j'ai deux choix. Soit je vous mets une petite lumière solaire, quand elle s'éteint, vous appelez le prestataire et il vient dépanner. Soit je mets un capteur qui surveille le capteur qui est sur l'open data, qui va informer, qui envoie un mail tout de suite pour faire en sorte, et je vous mets un petit message sur l'écran comme quoi le panneau solaire ne fonctionne pas. Et si je ne vous mets pas tout ça, ça fait 40% d'investissement en plus que je peux mettre dans la dynamique sociale de la mise en place. Donc on a un deal avec eux qu'on est en train de tester là sur un site, en disant si le locataire est contributeur, c'est surveiller si la lampe marche. Tous les jours, il y a un certain nombre de locataires qui passent, et bien ils sont organisés. Ils sont organisés, ils sont formés, ils indiquent comment cette petite lumière sur l'écran fonctionne. On a gagné 40% d'investissement. Parce que mine de rien, dans le panneau solaire, ce qui coûte plus cher, c'est la communication pour faire en sorte de surveiller le panneau solaire. C'est pas tant le système qui fonctionne bien. Donc, on a un mixte entre la haute technologie, par contre, Enedis nous envoie directement les données sur l'open data, qui nous permet de regarder la rentabilité et le redispatchable de l'autoconsommation collective. Mais ça, c'est de l'expert. La maintenance, le locataire contribue à surveiller son équipement, et on va faire la même chose sur l'ascenseur, le chauffage collectif et l'ensemble de nos obligations réglementaires, ce qui fait qu'on va diminuer en système technique, on va gagner en compétences sur le fonctionnement du matériel, et ça, c'est un changement total de statut du locataire qui va être décliné sur l'accession de biens au service, parce que c'est 40% qu'on va pouvoir remettre dedans, bah c'est de la charge locative en moins, c'est le pouvoir d'achat en plus pour le locataire. Les espaces mutualisés, bah forcément du fait qu'il faut un espace, la cage d'escalier devient un espace de discussion, devient un espace de partage, c'est plus un espace globalement d'incivilité, on va être clair dessus, ça devient un espace de partage qui est respecté. On va pouvoir commencer à construire un panier de services. Pourquoi? Parce que il est nécessaire demain, on en a parlé avec le vieillissement de la population. Par contre, comment on le met en œuvre? Ben, c'est pas nous qui allons le mettre en œuvre, c'est les locataires qui vont le mettre en œuvre avec la même méthode d'échange de valeur, mais avec les moyens locaux qu'ils vont trouver à disposition et ils vont s'organiser pour. Les structures de soutien au service et le parcours de l'inclusion sociale et professionnelle. Sur les 90 personnes de Saint-Martin sur lesquelles le personnel s'est investi, on a mis 20 personnes dans un parcours d'insertion. Et avant qu'on intervienne, les personnes étaient invisibles du droit commun, et le droit commun ne voyait pas nos locataires en disponibilité. C'est parce qu'on a parlé du numérique, c'est parce qu'on a parlé de panneaux solaires, c'est parce qu'on a fait des ateliers portés par nos gardiens, pas portés par les formateurs extérieurs, portés par nos gardiens et les talents de nos locataires, que on a révélé un certain nombre de talents. Et là, on voit cette capacité et la richesse que peuvent avoir l'ensemble de nos collectifs d'habitants quand on leur donne la capacité de comprendre, de s'organiser et de rentrer dans un projet qui leur tient à cœur, parce que demain, ils vont pouvoir rester dans leur logement. Donc les 30 territoires prototypes deviennent centres d'expérimentation, bénéficient de nouvelles formations créées de toutes pièces pour les habitants, qui créent soit des entreprises de services, soit qui créent des activités de services au profit des populations. Donc nous sommes sur un territoire à présent, avec des besoins qui existent et qui sont à pourvoir, qui ne sont pas forcément pourvus pour l'instant, et que vont délivrer certains. Là, vous avez une photo des 7 bailleurs sur ce qu'ils attendent de ce programme. Quel service? Le maintien à domicile, une personne sur 4, encore une fois, de personnes très précaires, la prévention santé, les familles monoparentales qui appellent à d'autres fonctions d'habitat, d'autres services aidés, les retraités pauvres qui ne peuvent subsister avec les fonctions traditionnelles de l'habitat. Et puis, beaucoup de populations isolées, seniors, tout comme jeunes, déscolarisés. Les besoins sont énormes en termes de nouveaux services. Alors, pour résumer, je ne vais pas faire toutes les bulles, mais nous on est au milieu. L'ensemble des bulles autour, c'est les dispositifs existants disponibles liés au logement social, liés à la précarité, liés à la mise en place. Le seul métier aujourd'hui qu'on veut faire évoluer au niveau de nous, de proximité, c'est la connexion de ces bulles extérieures
vers notre environnement. Une petite anecdote, sans citer de nom de ville prototype dans lequel on a testé ce système-là. On a présenté une crise, donc c'est l'emploi, c'est l'insertion, c'est les talents, c'est le pouvoir économique, et on a été regardé très méchant par les entreprises d'insertion, par les projets européens qui portent globalement l'insertion par l'économie, qui sont financés par différents dispositifs, que ce soit le FSE, que ce soit le FEDER, parce qu'ils pensaient qu'un deuxième programme européen allait faire leur taf et allait prendre globalement leur segment de population et faire le boulot à leur place. Aujourd'hui, c'est des partenaires. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire comprendre à travers le mode projet, à travers le mode, et on est voisins, on est tous les deux services publics, moi je loge, vous emmenez à l'insertion, à l'emploi et à l'intégration des publics, et donc on va se causer. Et se causer, c'est à travers le gardien, le responsable de site, l'élu qui fait le lien à travers ça, alors qu'au départ, on était basiquement sur un marché. Il y avait des locataires d'un côté qui étaient inscrits à des programmes européens, il y avait des obligations de résultats. Nous, on a des obligations aussi de résultats, mais on n'est pas pour le coup formateur de l'insertion. Mais on a réussi à connecter. Et aujourd'hui, sur ce territoire-là, c'est nos partenaires qui font le suivi et l'encadrement de nos locataires dans l'insertion sur des outils de suivi. Donc actuellement, il y a 30 quartiers en expérimentation et à peu près 11 000 bénéficiaires, soit consommateurs, soit producteurs de services. Très rapidement, pour finir, le soutien du projet et le modèle économique contributif. Donc, nous travaillons sur l'intérêt individuel et collectif. Nous créons des structures de soutien quartier par quartier, mais en lien avec les ressources existantes. Les associations existantes qui désirent prolonger leur activité vers ce modèle. Le conseil départemental, le conseil régional, tous les acteurs régionaux sont concernés et nous travaillons avec eux. Ensuite, il y a l'acquisition de compétences. Les quartiers deviennent des territoires apprenants. Et donc, quelque part, il nous faut adapter les centres de formation, prolonger leur activité sur des populations très éloignées du cycle ordinaire de la connaissance. Donc, c'est un nouveau métier pour les bailleurs. Et nous avons quelque part une forme de communauté d'intérêt qu'ont déjà nos amis canadiens depuis 30 à 40 ans. Et ce modèle existe, mais il n'est pas adapté à la législation. Il demande quelques perfectionnements et adaptations. Et surtout, ce à quoi nous tenons, c'est un système de valorisation, un fonds de soutien qui soit disponible pour effectivement le droit à l'expérimentation permanent sur des territoires apprenants où l'on observera, identifiera les bénéficiaires, les montrera en compétences et les rapprocheront quelque part des cycles ordinaires d'activité. Donc c'est quelque part un système d'extension du système ordinaire. Rapidement aussi. Les 4 éléments, donc forcément ça se traduit par une plateforme de mandatement, ça se traduit par une structure territoriale de services adaptée à chaque territoire et quasiment chaque site. La méthode reste la même, on passe de l'intérêt individuel à l'intérêt pour la communauté et pour le développement de services locaux. Il n'est pas question de faire travailler, de faire déplacer nos locataires entre des grands centres. On modernise l'habitat en même temps en utilisant l'économie sociale et solidaire tout en respectant nos obligations, la loi Elan, notre décret charge, notre mise en place, parce que ce qu'on crée là, on est vraiment dans notre obligation de développement. Et sur la base de la transition énergétique, pour aller chercher l'intérêt principal du locataire, c'est son confort, c'est cette capacité globalement de payer ses énergies et d'être bien dans son logement. Alors là, les élévatrices, je vais faire très court. L'approche est conceptuelle forcément, mais elle est très pédagogique. Si tous les carrés, enfin toutes les parties ne sont pas solidaires en permanence, mais elles forment un tout. Et nous avons vraiment une conception qui est là, qui est très conceptuelle mais très pragmatique tout à la fois. Parce qu'elle existe déjà, cette histoire existe déjà. La valorisation sociale, c'est déjà pratiqué. Le pouvoir d'agir, l'empowerment est présent dans bien des organisations. Les solidarités dites actives existent. Les populations s'entraident naturellement, on n'a pas besoin de système bien compliqué pour s'entraider. La valeur curative, l'humanisme, le don, le contre-don existent tout autant chez les habitants. La mise en forme, comité d'intérêt, l'intelligence collective, ça se travaille, ça se met en forme, mais quelque part, c'est un mouvement naturel. C'est la construction d'une nouvelle société, quelque part. Et c'est très accessible parce que les morceaux sont déjà là. En définitive, cette proposition de logement social, dite contributive,
pour nous, est un bouleversement d'abord pour l'organisation, vu de l'intérieur. Elle ne plaît pas toujours, parce qu'elle bouleverse tous les standards. Le standard du modèle économique, d'abord, puisqu'il est question que les habitants portent une partie du service, avec des services professionnels déjà payés. Donc, je vous laisse imaginer la confrontation. C'est un modèle de gouvernance nouveau qui existe, nous pourrons le regarder à travers le monde. Nous devons, nous, prendre des prérequis conceptuels, mais prouver que c'est valide. Et donc nous devons analyser ça et trouver des nouveaux indicateurs. Et forcément, ça bouleverse, moderniser ces nouveaux usages technologiques. C'est une approche pédagogique de valorisation des individus et des populations. C'est une remise à plat des organisations, leur process de fonctionnement, leur modèle, leurs croyances. On devrait aboutir sous la forme un peu marketée à une offre locative, à une nouvelle, mais surtout, pour les professionnels du secteur, avoir des indicateurs qualitatifs. Augmenter la qualité de vie et le niveau de vie. Et surtout, des nouveaux outils auxquels seront associés les habitants. Je pense qu'on a quasiment terminé, si ce n'est ça. Alors ça, c'est un outil qu'on a développé avec les locataires. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, que ce soit sur le volet indicateur, que ce soit sur le volet tablette numérique dans les logements, le volet smartphone, parce qu'en fait, le but aujourd'hui, si on veut développer de la relation, c'est la communication et le fil de l'eau. Si on n'arrive pas à capter de la valeur, capter du service, si on n'arrive pas à faire en sorte de mémoriser ces indicateurs d'échange, de mise en place, on a un gros problème. Donc, on a conçu depuis 2011 là maintenant une plateforme Open Data uniquement dédiée au service. C'est-à-dire qu'on trouve dessus les indicateurs ascenseur, chauffage collectif, multiservice, voilà, toutes nos obligations de charge sont dessus, mais que orientées service. On les augmente aujourd'hui par les échanges des bonnes pratiques, les entraides et toute la communication liée aux ateliers qu'on réalise. Et ces tableaux-là ont été réalisés pour les locataires. Le deuxième volet qu'on a développé techniquement et qu'on a mis en œuvre l'année dernière, c'est que pour utiliser ces outils-là, le locataire n'a pas à avoir un abonnement Internet. C'est-à-dire que le constat il est clair aujourd'hui, c'est que les personnes invisibles qu'on veut les toucher, les personnes en précarité qu'on veut les toucher, c'est pas elles qui ont l'abonnement Internet. C'est la famille, c'est l'enfant, c'est le gamin qui est au collège, c'est l'ensemble de la fratrie, sauf peut-être la personne qui est en capacité de piloter le ménage. Et si pour faire des économies, avoir des nouveaux services, il faut débourser entre 8 et 20 euros par mois, on est à côté de la plaque. On a fait dériver globalement ce pouvoir d'achat-là. Donc on l'a introduit dans l'autoconsommation collective, dans l'interphonie, dans l'ensemble de nos obligations réglementaires, pour faire en sorte que cette loi du millefeuille imposée par le lobbying des fournisseurs, qu'on soit clair, ascensorie, chauffage collectif, individualisation des frais, etc. C'est que pour vendre du matériel globalement communicant qui est fabriqué en dehors de France, globalement. On a fait en sorte de dire on a une politique unique qui fait en sorte qu'à partir du moment où on a un tuyau, on a mis un tuyau de communication vers le bâtiment. Il est utilisé pour tous les locataires et tous les vecteurs de communication et on est responsable du péage. C'est-à-dire que là, on a inversé la tendance. C'est que la politique stratégique du DG était de dire aujourd'hui le locataire et le péage pour le locataire, c'est le bailleur qui en a la responsabilité. On voit aujourd'hui la RGPD aussi qui nous rejoint un peu sur ce système-là où nous on est à peu près tranquille parce que le péage de communication il est chez nous. Il n'est pas imposé par un algorithme extérieur. Et pour rebondir sur ce que Bernard disait tout à l'heure, il n'y a aucun algorithme de décision. Ce sont que des algorithmes de mise en contexte qui vont apporter à la fin une décision entre deux hommes, deux relations, deux constats, et ils prendront la décision et la suivront à fil de l'eau. C'est-à-dire jamais la température qu'on voit là-bas dans le thermomètre va pousser la courbe de charge de la chaudière. Elle va informer le locataire qu'on n'a pas la température, et c'est lui à gérer avec son gardien, ça peut être plein de raisons. Et on ne va pas commencer à mettre trop de capteurs pour essayer de discriminer ou de mettre des algorithmes pour discriminer cette panne-là. Tout de suite, le gardien il est en bas, il est disponible, ou l'équipe est disponible, et c'est ça qu'on a priorisé dans notre moyen de communication. Donc, comme il est stabilisé d'un point de vue professionnel, aujourd'hui, on le met à la disposition du locataire dans sa relation quotidienne avec son voisin et avec sa petite communauté ou son collectif d'habitants qui est en train d'être créé. Dans 2 ans, à la fin du programme, vous aurez les indicateurs nouveaux et les résultats tout.
Souligner que vous revendiquez que ça constitue de l'économie sociale et solidaire contributive. Alors je tiens à préciser que ce que nous appelons nous l'économie contributive, c'est typiquement ça. Ça peut être aussi une économie d'emploi intermittent dans le secteur privé. Ça peut être aussi de l'emploi intermittent dans le secteur public. Nous sommes en train de lancer, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on vous en parle, la clinique contributive avec des habitants qui ne sont pas des habitants de l'habitat HLM, mais qui sont des parents, surtout des mamans allaitantes dont j'ai un petit peu parlé. Voilà. Et évidemment, les difficultés que vous rencontrez, les changements de vos routines, les difficultés avec vos partenaires qu'il faut arriver à convaincre, etc., bah, nous les rencontrons aussi. Voilà. Et donc, je pense qu'il faudra qu'on échange un petit peu sur ces deux projets-là. Mais voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que l'économie contributive, c'est une économie qui a vocation à se répandre un peu dans tous les secteurs et à relier les secteurs entre eux aussi, par ailleurs. Merci beaucoup. On ouvrira évidemment une séance de discussion et de questions tout à l'heure. Bonjour, merci. Je vais d'abord merci pour l'invitation. Comme M. Stigler l'a annoncé, effectivement, je suis jeune diplômé. C'était à l'occasion du diplôme qu'on s'est rencontrés. Diplômé de paysage. Le paysage, c'est quoi? Pour reprendre les mots de Bernard Stiegler, aujourd'hui on est dans une situation où l'avenir, il faut le jardiner. Peut-être qu'on sert à ça, les paysagistes, à jardiner l'avenir. Alors, jardiner l'avenir, l'esprit des gens, jardiner peut-être la relation entre les hommes et leur environnement. Et c'est donc tout notre travail de paysagiste, et ce travail donc, de diplôme m'a conduit au Maroc pour travailler avec l'association, une ONG, Talsir Med, qui n'est malheureusement pas dans l'Atlas, mais dans l'anti-Atlas, qui sont les montagnes les plus vieilles, plus au sud, en lisière vraiment de l'aridité. Et donc on va partir en balade, une petite balade dans la brume, à commencer par peut-être l'état des ressources en eau au Maroc, dans l'aridité, dans ce royaume de la mythologie de la croissance, de la plaine d'Agadir. Et puis on va regarder ce qui se fait dans des lieux un peu plus isolés, particulièrement chez Laïd Bamran, donc dans les montagnes. Et puis on va regarder comment un projet de toute petite échelle peut avoir, espérons-le, des possibles résonances dans un territoire plus vaste. Donc le Maroc, c'est 75% des disponibilités en eau qui sont consommées. Donc c'est un stress physique d'eau. Donc la pluviométrie, mais aussi les nappes. La nappe, par exemple, de la plaine du Souss-Massa, donc qui est entre l'Atlas et l'anti-Atlas, là où se situe Agadir, qui est largement exploité, voire surexploité, à tel point que d'ici 2022, on estime qu'il sera quasiment impossible d'utiliser cette eau, car il n'y en aura plus beaucoup, et en plus, son taux de salinité augmentera au fur et à mesure de sa surexploitation. Donc pour répondre en fait à ces besoins en eau, donc dans la plaine sont formulées des réponses d'échelle, puisque aujourd'hui un grand projet est lancé, c'est un projet d'usine de désalinisation avec une échelle financière de 400 millions d'euros. En fait, c'est une importance parce que ça a évidemment une influence sur tous les territoires autour, notamment au sud, notamment chez Laïd Bamran, avec qui j'ai travaillé. Et donc cette grande usine de désalinisation, elle a des vocations de distribution d'eau à Agadir, donc la ville, donc la consommation des habitants et des commerces, etc., mais aussi pour l'agriculture. Ça représente à peu près 13 600 hectares de champs irrigués. Voilà, 400 millions d'euros, c'est quand même une belle puissance d'investissement. Et c'est quand même pour répondre à des enjeux économiques dignes de la mondialisation, quoi. Donc produire des tomates cerises, des poivrons et des pastèques. On n'a pas beaucoup d'eau, mais on vend des pastèques. Des tomates cerises dans une fenêtre de tir de 2 semaines, quand le Brésil et l'Espagne ne vendent pas. Et on alimente évidemment, parce qu'on est écolo, avec la plus grosse centrale d'énergie solaire du monde. Voilà, on cultive aussi des bananes sous serre.
Et tout ça, c'est fait pour doper la croissance du pays, doper la croissance de la région, à laquelle on croit quand même énormément, étant donné que le Maroc est un pays en développement. Mais on va prendre un peu de recul et on va regarder chez les Berbères. Donc les Berbères, ils sont les cultivateurs du désert, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et comme leur nom l'indique, Amazir, Imazira au pluriel, ce sont les hommes libres. Parmi les Berbères, il y a les Schleurs. Parmi les Schleurs, il y a la Confédération Aïd Damran. Et c'est chez eux que j'ai été accueilli et avec qui j'ai pu travailler. Alors il y a une petite faute en fait, il y a deux fautes dans cette carte. Les Coptes ne sont pas des Berbères et les Ganches n'existent plus puisqu'ils ont été exterminés par les colonisateurs espagnols lors de la conquête des Canaries. La Confédération Aïd Damran, c'est une confédération qui se distingue du reste du Maroc et qui ressemble un petit peu à ce qui se passe dans le Rif, c'est-à-dire qu'ils étaient donc colonisés par les Espagnols et non pas par les Français, et ils ont reconquéri leur territoire à travers un djihad, donc à travers une guerre armée. Ce qui change quand même la donne, parce que c'est pas en signant des papiers qu'ils ont retrouvé leur indépendance. Néanmoins, tout comme dans le Rif, ils ont une situation un peu complètement mise à l'écart par rapport au reste du royaume, ce qui aujourd'hui a encore des conséquences puisque c'est une sorte d'isolat où des infrastructures ne sont pas construites, où des moyens ne sont pas donnés à cette province pour se développer au même titre que d'autres régions pourraient être privilégiées. C'est une région qui, alors, la province de Sidi Ifni, donc le territoire des Aïd Damran, a un fort relief qui va jusqu'à 1225 mètres d'altitude et c'est principalement donc sur ce point haut qu'on va se focaliser, mais c'est une lisière climatique, c'est-à-dire qu'il y a une forte influence de l'océan Atlantique qui ramène l'humidité et derrière il y a le Sahara qui est une immense étendue désertique. Et c'est exactement ce différentiel climatique qui génère le brouillard. Le brouillard, notamment en altitude, il se condense et il forme des gouttelettes plus grandes qui sont facilement récupérables. Sauf que ces nuages en fait, qui arrivent de l'Atlantique, une fois qu'ils passent la montagne, le Sahara fait un effet de mur de chaleur. C'est-à-dire que les nuages ne vont pas plus loin, ils ne vont pas aller pleuvoir dans le Sahara, ils vont juste s'évaporer encore plus et tout simplement disparaître ou aller dans des strates supérieures de l'atmosphère pour vivre leur vie de nuages. Donc chez l'Aïd Damran, il y a une association, Belserkal, fondée par Aïssa Derhem, qui est le fils d'une grande famille, la famille Derhem, qui a décidé de jouer une partie de la richesse familiale, non pas dans de la spéculation financière comme l'a fait son frère, mais dans des projets humanitaires et de développement, ce qui est tout à son honneur, je suis très heureux de le connaître. Et donc leur travail principal, c'est l'éducation, la récolte du brouillard et tout ce qui touche au développement. Ils ont réussi à en fait faire une sorte de petit concentré de la mondialisation. Alors, pas celle qu'on a vue avec les tomates cerises, mais un autre concentré de la mondialisation, c'est-à-dire à créer un réseau d'acteurs pour mettre en place un projet et continuer à alimenter ce réseau d'acteurs. Donc en gros, on a une fondation canadienne, FOCWEST, qui a mis en relation donc, cette ONG berbère avec un bureau d'études allemand, une climatologue des Canaries, des financeurs d'Allemagne, de France et des États-Unis, également des partenariats d'Arabie Saoudite. Voilà, pour continuer à mettre en place ce projet. Ce projet, il a une technologie en fait qui n'est pas une haute technologie, c'est de la low-tech.
C'est un principe mécanique, ce sont des filets verticaux tendus en haut de la montagne, à travers lesquels passent les nuages et le brouillard. Donc il faut une épaisseur de goutte de 2 mm, de 0,4 à 2 mm d'épaisseur pour que ça puisse être récupéré. L'eau donc passe à travers les filets, puis tombe petit à petit dans une gouttière qui est en dessous du filet et est acheminée ensuite dans des canalisations, puis dans les réservoirs et distribuée directement au robinet. En chiffres, 1 mètre carré produit en moyenne annuelle 22 litres d'eau, 1 mètre carré de filet. Aujourd'hui, c'est terminé, le réseau est mis en place, on est à 1686 mètres carrés de filet, ce qui produit environ 13 500 mètres cubes d'eau par an. On a une consommation moyenne par habitant de 26 litres par jour. Avant, on était à 7 litres avant le brouillard, donc ils sont vraiment sobres en termes de consommation en eau. En France, on est à 600 litres. Environ 142 ménages d'environ 5 personnes, ce qui fait une consommation globale de 6730 mètres cubes par an, sans compter les non-résidents, c'est-à-dire qu'il y en a qui résident mais qui ne résident pas vraiment, qui vont travailler en ville, donc ils ne sont pas toujours là. Ça nous laisse un excédent de 6670 mètres cubes par an, ce qui est un excédent valorisable, évidemment, et c'est finalement ce pourquoi quand j'ai rencontré Abbès de l'ONG, il était intéressé par travailler avec un paysagiste. C'était cette première question, qu'est-ce qu'on fait de l'excédent valorisable? Et donc grâce à ça, j'ai pu m'intéresser à leur travail et essayer d'avoir peut-être une étude un peu plus approfondie que seulement l'excédent. Et voilà. Donc je vous invite à regarder une courte vidéo qui n'est pas professionnelle mais qui est immersive. Et c'est le but, parce que c'était une vraie immersion de travailler là-bas. Et puis ensuite, on parlera des enjeux un peu du territoire. Pardon, juste avant, globalement, donc, il y a les filets qui sont en haut et le réseau est gravitaire, c'est-à-dire que l'eau vient du haut, donc elle est juste à descendre jusqu'aux habitations et au robinet. Et ce qu'on voit en rouge, cette parcelle en rouge, c'est une parcelle très précise de la ferme Agdel, le dit oasis de Brouillard, qui est aujourd'hui en projet. Voilà.
Donc, ce sont des montagnes de brume où il y a un véritable microclimat, c'est-à-dire qu'il y a une pluviométrie qui n'excède pas 150 mm. Toujours en comparaison, à Paris, on est à 600 mm par an. 150 mm, c'est en réalité silifinie, donc vraiment proche de la mer. Ici, on compte plutôt les jours de brouillard. La végétation est complètement adaptée à ça, puisqu'elle a su tirer parti de l'hygrométrie. On va le voir après. Globalement, l'habitat se construit dans les fonds de vallée, entouré de champs et d'octis. Les octis sont les vergers cultivés. Et on distingue en fait les espaces préservés, on va dire, sains. Donc on ne va pas rentrer dans la complexité symbolique et spirituelle qui est donnée au paysage et comment ils comprennent et ils construisent leur paysage, parce que c'est vraiment complexe, et je vous invite à lire le travail de Romain Simnel qui a vraiment travaillé dessus et sur lequel je me suis basé avec Christophe pour comprendre leur territoire. Néanmoins, voilà, il y a des distinctions qui sont peu lisibles au début, mais qui au fur et à mesure qu'on arpente ce territoire, on comprend mieux les distinctions et les typologies d'espace. C'est un territoire qui fait face à l'érosion, comme beaucoup de territoires en Afrique. En fait, surtout là, c'est un socle très ancien, donc des montagnes qui ont des roches qui ont plus de 500 millions d'années, des roches très anciennes, un socle qui s'érode, et surtout avec le dérèglement climatique, en fait, on a une irrégularité croissante du régime pluviométrique qui fait que, par exemple, en 2003, il n'a pas plu. Et en 2014, l'équivalent d'une année de pluie s'est passé en une journée. Donc on a eu plus de 100 mm de pluie en une journée. C'est la photo en haut à gauche et la photo en bas à gauche. Donc ça a créé évidemment des inondations et des éboulements de rocs. Cette perte des sols, c'est bien plus grave que l'aridité, parce que la perte de fertilité des sols, c'est la perte de ce qui fait un paysan, c'est la vie de son sol, la richesse. Pour lutter contre l'érosion, évidemment, l'arbre est la meilleure réponse pour comprendre comment l'arbre qui pousse là-bas, c'est-à-dire l'arganier, comment il fait. Pour vivre, il faut essayer de comprendre comment il est arrivé ici et comment il fait pour rester ici. Donc là, on est vraiment dans la zone sud, la plus septentrionale de l'aire de répartition de l'arganier. On est dans les montagnes où il est encore très préservé. Il pousse pas seul, il pousse grâce à des plantes compagnes qui le protègent du pâturage et qui le protègent de l'érosion le temps qu'il est jeune. Parfois ça peut être d'autres araignées, et il pousse toujours au pied d'une pierre, car au pied de la pierre il y a plus d'eau parce que la pierre a des infractuosités qui fait que le brouillard frotte sur cette pierre et en fait se condense et est plus dense sous la pierre. Donc la graine a plus de chances de germer. Il pousse grâce, et en fait obligatoirement, grâce à ses amis les champignons. Donc il a une dizaine de symbioses mycorhiziennes, endomycorhiziennes. Aujourd'hui, c'est un travail qui est en cours par des instituts de recherche et aussi par une équipe avec laquelle on travaille qui est Fungus Sapiens, c'est d'identifier en fait tous ces genres fongiques, toutes les espèces qui vivent avec l'arganier, parce que sans les champignons, en fait, ces racines ne puissent pas l'eau. Donc il a des racines très puissantes qui arrivent à casser des cailloux et à aller chercher l'eau dans les nappes, mais il n'a pas des racines pour boire, c'est les champignons qui boivent pour lui. Et il a en plus la faculté de récupérer l'eau dans l'air.
donc il a des racines aériennes. Dans ses branches, il a des racines, ou peut-être c'est les lichens, on ne sait pas encore, qui arrivent à boire à sa place. Donc cet arbre est véritablement un écosystème et c'est une source d'inspiration majeure pour tout projet, en tout cas le nôtre, qui se passe dans le territoire de cet arbre. Malheureusement, la végétation, elle subit une pression qui est très forte, celle du pâturage, enfin celle de l'homme et du coup du pâturage qui l'accompagne. On voit en haut à gauche une masaraha, c'est-à-dire un pâturage collectif, donc qui sont délimités dans le paysage. Malheureusement, la désertification, dans le processus de désertification, généralement, on observe que les populations se tournent plus facilement quasi automatiquement vers le pâturage comme source de revenus principale. En fait, c'est ça qui bloque la régénération de la forêt et du coup la perte des saisons. C'est un enjeu du territoire, effectivement, c'est de proposer une alternative au pâturage, et une alternative importante, c'est évidemment l'agroforesterie. En tout cas, c'est d'aller vers une résilience alimentaire, notamment maraîchère. Il faut comprendre dans les enjeux du territoire que désormais il y a le brouillard, donc il y a des enjeux techniques liés à le brouillard, notamment liés au mélange des eaux, c'est-à-dire que le brouillard est mélangé à 10% avec des eaux de forage, que le mélange des eaux crée une réaction chimique et que cette réaction chimique, donc ça crée du fer. Et en fait, pour éviter qu'il y ait trop de fer dans l'eau qui est consommée, et on vide les réservoirs 2 fois par an et on les nettoie. Donc c'est l'équivalent de 2440 mètres cubes d'eau par an qui sont rejetés. Alors, le problème, c'est que c'est pas utilisé encore cette eau, et donc c'est un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui ça crée plus d'érosion que ça permet d'y répondre. Évidemment, un autre enjeu, c'est en fait, l'enjeu principal, c'est d'optimiser au maximum toute cette eau et d'en faire quelque chose. Donc on a calculé qu'on avait à peu près 12,5 mètres cubes par jour d'eau disponible pour l'agriculture. Et à peu près, par rapport au nombre de résidents et de non-résidents, 7 mètres cubes de trop-plein journalier qui peuvent être utilisés pour des jardins privés. Donc il s'agit évidemment de comprendre, au-delà de spatialement, mais surtout dans la temporalité, comment on gère les vidanges et comment ça s'inscrit surtout dans le calendrier local. Comment les eaux de vidange peuvent être utilisées pour irriguer des terres, par exemple la céréale ou à d'autres cultures, on préférait d'autres cultures. Comment ça peut être utile dans le calendrier. Donc il faut vraiment que ce réseau, de toute manière il est fait pour les habitants, mais qu'il s'inscrive vraiment totalement, y compris dans le calendrier des habitants. Enfin, il y a un enjeu qui est très important, c'est que l'eau de brouillard, en fait, en touchant à l'eau, en faisant bouger les pions liés à l'eau, on fait bouger les pions de toute l'organisation sociale, notamment des femmes. En fait, c'est 42 150 heures de travail des femmes qui ont été économisées en août 2015. C'est parce que en fait, ce sont traditionnellement donc les femmes qui sont responsables de la tâche d'aller chercher l'eau. Donc plus l'eau, moins il pleut, plus c'est difficile d'aller chercher l'eau, plus c'est loin qu'il faut aller la chercher, et plus c'est dangereux. Donc maintenant l'eau arrive au robinet. C'est bien, ça stabilise la situation, ça crée une sécurité en termes d'accès à l'eau, néanmoins ça a des conséquences sur du coup l'organisation sociale. C'est-à-dire que ces 42 150 heures de travail des femmes, c'est aussi 42 150 heures de socialisation des femmes où elles se retrouvent entre elles, elles discutent entre elles et peut-être voilà, elles se socialisent et elles parlent de leur situation dans la communauté et comment
comment va chacun. Ce temps-là est crucial et en fait si on regarde ces 42 000 heures, comment elles sont utilisées aujourd'hui, on observe qu'elles sont principalement utilisées à faire plus de ménage et à faire plus propre le foyer. On est dans une convergence des combats, des luttes, c'est-à-dire que au sein de l'association on croit à la dépendance des femmes et à leur indépendance et leur responsabilisation croissante dans la construction d'un projet communautaire. Elles sont vraiment au cœur du projet et donc c'est vraiment essentiel de les comprendre dès le début dans une réponse un peu globale, générale de ce qu'on peut essayer de faire pour les différents enjeux du territoire, et les femmes sont au cœur de ce projet. Donc en résumé, on a un peu un cercle vicieux de la désertification, c'est-à-dire des conditions climatiques qui deviennent de plus en plus irrégulières et extrêmes, donc une diminution de la biodiversité et du couvert végétal, une population qui se tourne de plus en plus vers le pâturage, et également qui fuit du coup la campagne, attirée par la ville et la croissance économique, par l'argent, par symbole de modernité. Du coup, moins de gens, plus de pâturage, ça fait plus d'érosion des sols. Sauf qu'avec le brouillard, on peut arriver petit à petit déjà à faire rester les gens, à revitaliser les terres, donc à augmenter leur fertilité, à reconstruire petit à petit un biotope de l'arganier qui soit durable, en tout cas voilà, qui permet de rester, et voilà, de gérer le pâturage de manière plus raisonnée et de renforcer surtout une économie locale et un investissement collectif qui permettent d'inscrire dans le temps long ce projet d'oasis de Brouillard. Donc le projet d'oasis de Brouillard, en fait, c'est donc une toute petite échelle, c'est un point de départ. C'est un point de départ dans un lieu qui concentre du coup tous les enjeux de ce territoire, c'est-à-dire une pente très forte, un terrain dégradé, surpâturé, où il y a peu de végétation, où on a du coup le brouillard parce qu'on est en dessous d'un des réservoirs, et où on va pouvoir essayer de trouver des méthodes qui soient adaptées au dérèglement climatique, des méthodes culturales, des techniques d'agriculture qui soient adaptées au dérèglement climatique et qui permettent plus d'adaptabilité face à l'irrégularité croissante de la situation. Donc globalement en plan, on a un terrain qui est creusé par des ravines. On a un tout petit terrain de 3000 m² qui a été donné par un habitant, et c'est le point de départ. Sur ce terrain, donc, on est sous un réservoir, on va utiliser les eaux de vidange, parce que c'est une des priorités, et on va petit à petit créer un oasis par et pour les habitants, en faisant appel également à des bénévoles de l'extérieur et en essayant de faire, dès le début de la construction de cet oasis, du partage, des transferts de connaissances et de savoir, en faisant appel à chaque fois à des experts extérieurs et intérieurs à la communauté, de les faire se rencontrer et de construire ce projet. Par exemple, je suis un paysagiste, donc je suis allé là-bas avec Christophe, mon collègue, et nos compétences en termes de nivellement, etc. sont mises à profit, et on le fait avec des membres de la communauté, avec des membres de l'ONG. Plus tard, il y a eu aussi un mycologue, donc un spécialiste des champignons. Son expertise fait également le sujet d'un transfert de connaissances. Donc en fait, à chaque expert qui vient, ses connaissances restent sur place, et lui il s'en va aussi avec ses connaissances. Donc ça enrichit tout le monde, et c'est ça le but de l'oasis de Brouillard. Donc en gros, inspiré de l'arganier, un oasis de brouillard, c'est quoi? C'est d'abord la captation de brouillard et la mycorhisation. C'est la fusion des deux qui crée l'écosystème de l'oasis. C'est un espace collectif de vie et de production.
l'Oasis, en fait, il se nourrit de financement, principalement extérieur, on l'a vu, de partenaires internationaux, de bénévolat, donc du woofing, qui aussi gagne, en revenant ici, c'était plein des choses, qui fait appel à de la matière organique, donc là, principalement de la communauté. Donc ça peut être du crottin de chèvre, ça peut être des cosses d'argan, voilà. Mais surtout du temps de la communauté, et on l'a vu, en distribuant de l'eau de brouillard, on débloque du temps. Et puis ça génère de la transmission de savoir, de compétences, ça génère des dynamiques de reforestation, donc de lutte contre l'érosion, ça génère des dynamiques de production alimentaire, et ça génère éventuellement des biomatériaux, donc de construction adaptés au climat, aux conditions locales. Donc c'est des débouchés socio-économiques avec une mobilisation communautaire et extérieure. En bas de l'Oasis, le but c'est de cultiver des arbres fruitiers, donc des cultures en étage, des arbres fruitiers avec des plantes aromatiques et médicinales et des légumes, et d'essayer de développer des débouchés économiques liés à ces productions. Donc d'essayer de trouver des sortes de recettes, donc soit de vendre les produits bruts, soit d'essayer de développer des recettes pour transformer les produits, les conditionner et les vendre avec peut-être cette image que ça vient d'un oasis de brouillard. Voilà. Donc d'avoir une débouchée économique liée à la production aromatique, médicinale, fruitière et maraîchère. En haut de l'oasis, là on va plutôt s'orienter vers la pépinière de reforestation, la pépinière didactique. Et là, c'est important vraiment de comprendre comment touche l'arganier, comment est formé le biotope de l'arganier, parce qu'ici on va s'intéresser donc aux plantes nurse. En anglais, une pépinière, ça se dit nursery. Et ici, on s'intéresse aux plantes nurse, parce que ces nurses, ce sont vraiment elles qui accompagnent les jeunes arbres dans leur croissance. Les plantes nurse sont principalement des plantes épineuses, elles sont essentielles dans les biotopes parce que du coup elles permettent de limiter le pâturage et en plus elles ont des intérêts comestibles la plupart du temps. Donc on va développer plein de plantes épineuses qu'on va pouvoir replanter ailleurs. Également des plantes comestibles et des plantes productrices de biomasse, c'est-à-dire qui croît rapidement et sur lesquelles on va pouvoir se baser pour reforester une partie du territoire et surtout redispatcher à chaque fois les cultures chez les différents acteurs du projet. En fait, l'Oasis, c'est, à la différence d'un projet de territoire classique, c'est-à-dire qu'on le voit par le haut, on travaille avec des cartes, on se dit, bon, bah, toute cette zone-là, on va la reforester, tout ça, ça va devenir un espace naturel, où il va y avoir telle réglementation, et puis les gens qui seront dedans, ils vont appliquer la réglementation, etc. Là, ça ne peut pas marcher là-bas, parce que déjà, le territoire en question n'existe pas sur les cartes. Toutes les cartes que vous avez vues, vous verrez, on les a fait nous-mêmes à partir de travail satellitaire de la NASA japonaise, et de nos dessins et de notre arpentage. En fait, c'est vraiment un lieu isolé, et donc qui n'existe que par et pour ses habitants. Donc, le but, c'est que le paysage et le territoire se transforment grâce et avec les habitants. Donc, le but, c'est d'avoir dans cette oasis un condensé de plein de principes techniques utiles et adaptés au lieu, conditions géoclimatiques. Plein de petits principes techniques qui sont facilement réplicables et qui sont voilà, réplicables et qui peuvent s'essaimer à volonté, se multiplier à volonté partout, le maximum possible. Donc ça ne peut pas répondre à un schéma prédéfini. Par contre, on ne sait pas quelle forme ça va donner dans 50 ans. Est-ce que ça aura bien pris? Est-ce que ça va vraiment changer le paysage actuel? Est-ce qu'il aura vraiment changé grâce à ça?
On ne sait pas, mais on espère. Et voilà, mais ça part de tout petit et ça se multiplie. Donc on a des principes techniques liés notamment au compostage et à la mycorhisation, donc au développement des champignons dans la terre. On a vu que c'est essentiel pour l'arachnénie, mais en fait c'est essentiel pour la plupart des plantes. C'est-à-dire que sans champignons, le sol a du mal à vivre. Enfin, les champignons permettent les relations entre les plantes, les échanges d'informations, d'eau. C'est-à-dire que c'est simple, hein, j'ai de l'eau ici, j'ai un arbre ici, l'arbre tout seul ne peut pas aller chercher l'eau ici. Par contre, grâce aux champignons, juste par capillarité, le champignon va ramener l'eau jusqu'au téléphone qui est l'arbre. Donc il est essentiel. Des principes simples qui ne nécessitent pas de haute technologie pour les diffuser. Ça va aussi avec des techniques d'irrigation, donc de compostage à partir de matériaux locaux, issus de, par exemple, la production d'huile d'argan, ou des déchets de jardin, ou des fumeurs animales. En fait, après, pour voir comment ça peut résonner dans le territoire, il faut voir quels partenaires, en fait, quels instituts ou quelles personnes au sein de la communauté sont les plus à même de recevoir ces formations à l'Oasis ou voire même de participer à leur manière au projet d'Oasis de Brouillard. La madrasa, c'est à la fois une mosquée, à la fois une école, c'est une école coranique. La madrasa, c'est un point important. Et c'est aujourd'hui vers cette madrasa, donc en fait les jeunes que vous avez vus dans la vidéo qui chantaient sont les étudiants de la madrasa. La madrasa aujourd'hui, on est en train de voir pour débloquer une parcelle pour qu'eux aussi aient un jardin et qu'ils apprennent aussi des techniques d'agroforesterie mélangées donc des techniques actuelles d'agroforesterie avec les techniques traditionnelles d'agriculture et que en plus du message coranique qu'ils ont à distribuer, ils distribuent aussi des connaissances botaniques et agricoles. Parce que les jeunes qui étudient à la madrasa sont des futurs imams, et donc s'ils emportent avec eux un bagage écologique, c'est pas plus mal. Donc évidemment l'imam est très, très heureux de ce partenariat qui est en train de se former, et c'est un appui important. Notamment parce qu'avec un appui de la madrasa, on a un appui de toute la communauté qui s'organise autour de cette école coranique. C'est un peu comme une paroisse, sauf que ça a plus d'actualité qu'une paroisse en France. Un autre rebond, c'est les Tibets, ce sont les jardins individuels, et ce sont les autres relais des techniques et des choses qu'on peut apprendre à l'Oasis. Les jardins individuels, vous savez ce que c'est, mais chacun y vient, des invités, des amis, etc. Et à l'intérieur de ces jardins, il y a des discussions, et de là peuvent encore s'essaimer plein de principes philosophiques et techniques dont on a parlé. Donc voilà, globalement, ça s'essaime un petit peu partout dans le territoire, et ça dépasse même ce territoire, espérons-le, pour aller rejoindre des régions peut-être où il y a moins de relief, mais où des techniques peuvent toujours être applicables. Enfin, et c'est très important, c'est le cas avec la madrasa, donc c'est les étudiants en école coranique, mais c'est aussi le cas avec tous les enfants de la communauté. d'Al-Sermed, donc l'ONG, elle travaille avec les enfants depuis très longtemps, et au sein de l'Oasis de Brouillard, évidemment ils sont au cœur du projet, puisque les enfants sont bergers pour la plupart du temps, pour la plupart des cas, et donc ces enfants bergers qui parcourent le paysage peuvent être aussi les meilleurs acteurs de la reforestation et de la lutte contre l'érosion si on leur donne les moyens, les arbres, les connaissances pour le faire et qu'on leur donne l'envie de le faire. Donc c'est un travail qui est à continuer
auprès des enfants. Et enfin, donc là on va ouvrir en fait sur les débouchés. Donc on a vu que c'était une toute petite échelle mais qui pouvait avoir des répercussions. Enfin on va essayer de regarder plus largement, c'est-à-dire vers le sud, vers le Sahara. Parce qu'aujourd'hui le réseau de brouillard il n'irrigue que le versant nord de la montagne. Si on regarde vers le versant sud, on a le Oued Noun qui commence, et le Oued Noun il va en lisière vraiment du Sahara, il va vers Goulmim. Et personnellement, c'est cette question-là qui me turlupine, c'est-à-dire que si on peut produire de l'eau et qu'on peut l'envoyer vers le Sahara, est-ce qu'il y a moyen de faire une vraie lisière forestière au Sahara et de le faire reculer petit à petit? C'est une grande question. Néanmoins, on a des éléments de réponse, puisque aujourd'hui le sommet Mesguida est le seul où il y a des filets. Or, il y a 5-6 lieux potentiels pour accueillir d'autres filets. Le col de Talus, notamment, qui est un vrai lieu d'engouffrement des nuages, donc il y a potentiellement plus de productivité en termes d'eau de brouillard, et qui en plus dispatche à la fois de l'eau vers le nord et de l'eau vers le sud, parce qu'il est exactement à la ligne de séparation des eaux. Donc il est à gauche, il est là. Et puis si on regarde encore plus largement, l'expérience qui est menée aujourd'hui à Bout Mesguida, donc qui est en vert, c'est la première pionnière au Maroc. Néanmoins, il y a 2 autres projets qui sont en cours d'étude, accompagnés par toujours Dal donc dans la région de Tétouan et dans la région d'Essaouira. Il y a d'autres sites potentiels qui ne sont pas encore en cours d'études, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de filet d'études, mais c'est un système de récupération de brouillard qui est reproductible dans différents endroits du Maroc et qui serait bon de mêler systématiquement avec une approche d'oasis de brouillard, donc d'accompagnement des populations dans le renforcement de leur capacité d'adaptation au dérèglement climatique et à la pression anthropique, à la pression urbaine et au désir de croissance et de modernité qui véhicule aujourd'hui le Maroc. Et donc vraiment c'est ça en fait, l'idée c'est qu'à travers le brouillard, on donne aux populations isolées le moyen d'affirmer leur propre modernité, qui n'est pas du béton. Et dans un idéal, en fait, il y a aujourd'hui, je crois, une trentaine de pays qui ont des projets brouillard. Je ne crois pas qu'il y ait encore de sommet du brouillard. Néanmoins, en fait, c'est peut-être un réseau à creuser, c'est peut-être un réseau pour une manière de voir la mondialisation différemment, c'est-à-dire que tous ces endroits dans le monde ont un point commun, il est climatique, c'est juste un terme d'hygrométrie, et au même titre qu'il y a l'Association mondiale des habitants des montagnes, il pourrait y avoir l'Association mondiale des habitants du brouillard, et que ça pourrait être une plateforme de partage d'expériences et de connaissances liées à l'agriculture, à des notions culturelles, à tout ça, et peut-être à l'économie, et peut-être même un réseau d'entraide, d'économie sociale et solidaire qui peut voir le jour, basé sur ce simple point commun climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Comment sont les champignons? Merci beaucoup, comment sont les champignons? Ils sont mangeables? On va en parler tout à l'heure. Il y aura un moment pour les questions. Donc ce que je voulais dire, on a parlé de jardinage, vous avez remarqué, on en a reparlé cet après-midi, on en a parlé hier, gardening, moi je dis de cultivation. Là on était vraiment dedans. Et le jardinage, c'est un art. Ce que nous a décrit Tito Lampe, c'est exactement le contraire de la prolétarisation. Ce n'est pas la déprolétarisation, parce que les habitants de l'anti-Atlas ne sont pas prolétarisés. Ils sont
je ne sais pas quoi d'ailleurs, je vais parler, Tito on dira peut-être des choses là-dessus, mais ils sont victimes de quelque chose, ça c'est certain, notamment de ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Je pense qu'à travers son intervention, il y avait des réponses en partie, peut-être qu'il est déjà parti, à la question de Jean-Claude Englebert sur voilà, disons, la généricité et les spécificités des démarches sur lesquelles nous réfléchissons nous-mêmes. Moi j'ai une lecture de tout cela, enfin, quand j'ai assisté à ce jury, ça a activé beaucoup les concepts qu'on mobilise dans ce qu'on fait à Pleine Commune. Et d'ailleurs, j'ai dit à Tito tout de suite que j'aimerais l'emmener à Pleine Commune. Il y a beaucoup de Marocains à Pleine Commune. Et je pense qu'ils seraient absolument chantés d'apprendre ce que vous faites au Maroc. Voilà. Ça pourrait leur donner des idées, non pas pour défiler à nuages à Pleine Commune, mais pour, disons, des éléments de généricité justement de territoire à territoire. La question de la capacitation est évidemment là au cœur. C'est cette démarche de jardinier de notre intervenant, c'est son métier. Paysagiste, c'est un jardinier. C'est un jardinage des êtres humains aussi, c'est un jardinage avec eux. Et véritablement une mise en culture, disons, voilà, au sens le mot culture désigne à la fois l'agriculture et ce qu'on appelle la culture depuis les Romains. Et ici, au centre d'art et de culture, une sorte de Georges Pompidou, qui devrait en prendre de la graine, si je puis dire. On a affaire à la question de la localité comme nulle part ailleurs, parce que là, elle est absolument radicale. Tout ce que vous avez montré sur les champignons, par exemple, c'est absolument de l'expression de questions de ce que c'est qu'une fonctionnalité locale. On est dans l'économie de la fonctionnalité. Et voilà, je pensais que c'était utile, et plus qu'utile, indispensable, de connecter tout ça avec Arras, avec le Pas-de-Calais Habitat, qui est basé à Arras, Los Angeles, Pleine Commune, Guayaquil, mais aussi ce dont a parlé hier Gerald Moore à propos de ce projet à Durham, dans le nord de l'Angleterre. Bon, on peut maintenant ouvrir la question. Vous avez une question sur les champignons? Oui. Alors, si on peut faire passer le micro, vous voulez bien attendre qu'il arrive. Non, mais j'ai déjà dit la question. Alors, oui, mais je voudrais que tout le monde l'entende, c'est parce qu'on a des règles de fonctionnement ici, on est un peu chiant. Oui, alors je voudrais savoir, les champignons, est-ce qu'ils sont mangeables? Alors, quel genre de champignons? Ouais, justement, les genres, donc on en connaît deux. Aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent sur la question des champignons de l'arganier, on connaît le genre Gigaspora et le genre Glomus, pardon. Ça ne dit pas s'ils sont comestibles. En fait, précisément dans la montagne où on travaille, les champignons, ils appellent ça l'épée de la terre. Alors, du coup, ils ne le mangent pas, parce qu'ils associent ça... l'irrigation de l'arbre. Ouais, mais traditionnellement, ils ne les mangent pas, parce qu'ils associent ça à quelque chose de... une sorte de projet, enfin, ça pousse dans les courtins, ça. Donc, ils ne vont pas le manger. Donc, nous, on est en train de chercher s'ils sont comestibles ou pas, qu'est-ce qu'on peut en faire de la fleur de champignon, si on peut le manger, si on peut faire des extraits de choses avec. Ça enlève en rien leur intérêt pédagogique, le fait que ce soit comestible ou pas. Et le mycélium lui-même peut être à la base d'une production de tissus, de plein de choses, à partir du moment où il est cultivé et qu'il est assez dense, on peut en faire plein de choses. Donc voilà, le champignon a énormément de débouchés, et je vous invite à regarder le travail de Food Sapiens sur ce qu'ils font avec des champignons et ce qu'ils veulent faire avec. Mais on peut faire énormément de choses avec les champignons. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse particulièrement vis-à-vis de l'oasis de Brouillard, c'est vraiment ses capacités pédagogiques et son importance dans l'écosystème. Question? Bonjour et merci pour votre exposé. Je suis là, si vous me cherchez.
je voulais juste savoir, les filets sont faits en quelle fibre, et est-ce que les gens sur place les tissent, par exemple? Très bonne question. Non, ce ne sont pas les gens qui les tissent. C'est du polypropylène, donc du plastique, pour la consommation domestique. En fait, ça répond aux normes marocaines pour ce qu'il s'agit de la consommation, enfin de l'alimentaire. Donc il y a des normes très strictes, et vu que c'est une association, elle se doit de répondre à ces normes. Et donc il n'y avait pas le choix en fait, c'était cette matière-là. Donc c'est des produits qui sont importés d'Allemagne, d'où leur prix. Donc 54 mètres carrés de filet, ça vaut 10 000 € à peu près. C'est un peu cher, c'est pour ça qu'on a besoin de financement extérieur pour financer ça. Mais effectivement, de pouvoir tisser, parce que en fait c'est juste un principe mécanique. Donc à partir du moment où on peut jouer, ou peut-être il y a une brèche dans les normes alimentaires, si on utilise un tissu ou une matière que des gens, des locaux peuvent tisser eux-mêmes, peut-être ça pourrait être très intéressant. Mais c'est une question de normes. Oui, allez-y. Il faut juste mon micro. Merci. Oui, bonjour. Peut-on imaginer, par exemple, que les Allemands, qui ont été partenaires de ce projet, poussent leur générosité jusqu'à expliquer comment ils ont réussi enfin, quelle est la recette de ces tissus qui sont probablement issus du recyclage du plastique, et peut-on envisager une production locale au Maroc? C'est-à-dire qu'il faudrait monter plus haut et demander non pas uniquement que l'Allemagne, qui fait un geste généreux, offre ses filets ou les propose à la vente, mais qu'on aille plus loin et que ce soit une aide d'industrie, entre guillemets, c'est-à-dire que le recyclage du plastique marocain puisse, avec le soutien d'une autre ONG allemande, être fabriqué localement, par exemple. Ce serait très beau, et je pense que c'est ce qui va arriver le jour où le Royaume du Maroc aura véritablement compris que le brouillard est une vraie solution pour le Maroc. Ce qui est en cours, je pense. Néanmoins, aujourd'hui, c'est breveté par une entreprise. C'est un bureau d'études. Aqualonis. Donc, comme tout produit d'entreprise, c'est leur bien et ils transfèrent les technologies. Enfin voilà, c'est des négociations économiques, c'est leur produit. Après, il y a d'autres technologies de récolte du brouillard. Il y a pas mal de designers qui travaillent dessus et je pense que, enfin moi j'ai vu plusieurs vraiment travaux de designers qui travaillent sur ça, sur la rosée et sur la brume. Donc je pense que le Royaume du Maroc va un jour penser à fabriquer ses propres filets. Ce serait très intéressant parce que ça ferait diminuer le coût de production. J'ai calculé en fait pour m'amuser, j'ai essayé de comparer justement l'usine de désalinisation, sa capacité de production par rapport à son coût, donc 400 millions d'euros par rapport à ce qu'elle peut produire, et les filets de brouillard par rapport à ce qu'elle peut produire et leur coût actuel. En fait, on produit 5 fois moins pour le même coût avec les filets de brouillard. 5 fois moins. Sauf qu'en fait, c'est des filets qui coûtent très cher, mais si on peut très bien faire une économie de masse, c'est-à-dire en produisant plus, avec des méthodes, en localisant la production au Maroc avec du plastique recyclé, etc., je pense qu'on peut largement diminuer par 5 le prix des filets. Donc clairement, la récolte du brouillard est potentiellement aussi intéressante qu'une usine de désalinisation. Si les moyens sont mis et que ça... Par contre, le problème avec ça, en fait, c'est que c'est aussi intéressant si c'est à la même échelle qu'une usine de désalinisation. Or, une usine de désalinisation,
c'est une grosse industrie, c'est aujourd'hui ceux qui vendent l'eau, c'est une société espagnole, c'est la Bengoa. C'est eux qui sont propriétaires des droits de distribution de l'eau sur 27 ans aux 13 600 hectares agricoles. Donc ça veut dire que les 13 600 hectares de petits agriculteurs encore existants, ils vont acheter l'eau à une société privée, donc c'est plus du tout un bien commun. Donc s'il faut la même échelle d'investissement, ça veut dire qu'il faut le même type d'acteurs. Et donc on n'est plus du tout dans un projet d'ONG qui veut faire bien, permettre à des populations isolées de trouver leur modernité. On est vraiment dans des échelles industrielles avec des acteurs de l'industrie donc, qui cherchent le profit. Alors, je voulais poser une question à nos amis de Pas-de-Calais Habitat. Enfin, ce que vient de dire Titouan, je m'autorise une remarque, c'est très intéressant de voir qu'à chaque fois, que ce soit pour le filet à Brouillard ou pour l'usine de désalinisation, on est dans une libération du temps. On est exactement dans la problématique, je pense que c'est ça qui avait intéressé Bernard. On est dans un problème de redistribution du temps, libéré non pas par l'automatisation, mais par un apport technologique. C'est exactement la situation de départ de notre travail sur Plaine Commune. Or, vous avez bien montré que cette libération du temps, elle peut être tout à fait prolétarisante. C'est le cas notamment pour des femmes à qui on va donner à nouveau un travail de ménage par exemple, et à qui on ne va pas vraiment donner des capacités de développer d'autres activités et d'augmenter leur pouvoir d'agir, leur capacitation. Donc ça c'est très intéressant de voir toujours l'impact qui peut être positif ou négatif d'une libération du temps, soit par la technologie, soit par l'automatisation dans le cadre de notre point de départ du projet Plaine Commune. Alors ma question à nos amis de Pas-de-Calais Habitat concerne, je l'ai affiché ici sur le fil de tweet, c'est la question de l'accompagnement, il est là, sur l'accompagnement que vous avez commencé à développer avec ce que vous appelez la plateforme de mandatement, qui me semble très intéressante. Ça c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on travaille ensemble, parce que nous voulons aussi développer ce type de plateforme, non pas seulement de mandatement, mais de capacitation et de délibération. Et la question que je voulais vous poser, c'est aussi, est-ce que cette plateforme pourrait aussi devenir une plateforme d'accompagnement vers l'emploi? Vous voyez un peu, je fais référence à ce que Smart fait aujourd'hui. Je voulais avoir un peu votre avis aussi sur Smart, parce que finalement, vous l'avez évoqué sans le dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette question de comment ne pas court-circuiter aussi tous les associations qui sont là pour aider à syndiquer aussi et à mettre en commun les moyens pour garantir une sécurité sociale, par exemple, aux gens qui ont ce type de travail très intermittent. Dans votre cas, c'est tout à fait le cas. Donc, vous n'êtes pas encore dans ce modèle-là, mais comment est-ce que vous voyez une évolution vers ce type d'accompagnement aussi pour finalement apporter des protections sociales, de retraite, etc., qui sont liées traditionnellement à l'emploi? Est-ce que ces plateformes-là pourraient aussi le permettre, ou bien est-ce qu'il faut s'en remettre à Smart pour le faire? Préciser ce que c'est que Smart, parce que je ne suis pas sûr que Jérôme et Alain connaissent Smart. Et en tout cas, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas. Donc vas-y, je te laisse. Alors effectivement, Smart, c'est une plateforme... Smart City. Non, ça n'est pas Smart City. C'est une plateforme européenne qui est née en Belgique, au départ d'ailleurs pour aider les travailleurs intermittents dans l'intermittence du spectacle, d'ailleurs, au départ, et qui finalement accompagne ces travailleurs pour les employer, si vous voulez, pour leur garantir de pouvoir avoir comme un emploi sur cette plateforme, c'est-à-dire à la fois les protections sociales, c'est une syndication de ces droits qui est permise par des gens qui ont une activité tout à fait indépendante, hein, comme des indépendants. Donc c'est un modèle qui est très intéressant, qu'on aimerait tester aussi sur Plaine Commune, et qui répond à ce souci de toujours que nous avons d'avoir un pied de temps en temps dans l'emploi et de temps en temps dans la capacitation. Donc, les deux sont amenés de concert. Donc je me demandais si la plateforme de mandatement, est-ce qu'elle peut aller aussi aider les gens à s'organiser pour
soit de manière individuelle, comme dans le cas de Smart, soit de manière collective, ce qui pourrait être aussi encore plus intéressant. Autrement dit, est-ce que vous êtes en train de vous transformer en employeur? On pourrait aussi le formuler comme ça, ou pas. Voilà. Alors, se transformer en employeur, aujourd'hui, non. C'est parce qu'on a un métier qui est bien régulé, qui est bien déterminé par ce qu'on appelle chez nous le décret charge. Ce qui est sûr aussi, c'est que cette plateforme de mandatement, cette structure qui va permettre d'apporter du pouvoir d'achat à travers l'énergie, à travers le développement durable, si on ne la transforme pas vers ces outils-là de mise à l'activité, de tremplin vers l'activité, d'une activité peut-être ponctuelle, soit liée à l'énergie, soit liée au numérique, soit liée au service à la personne dans le territoire ou au sein du quartier ou même au sein de sa cage d'escalier, c'est l'objectif final. Donc ensuite, le moyen de traiter le nouveau statut du locataire, ça fait partie de la recherche, ça fait partie du développement, ça fait partie de ce qui va être mis en place. Ce qui est clair, c'est que si on s'arrête au mandatement, on est dans un modèle économique purement d'investissement lié à l'énergie, et puis ça ne sert à rien de faire le discours aujourd'hui. Aujourd'hui, le mandatement, l'énergie est à la fois une préoccupation majeure pour nos locataires, c'est un prétexte pour aller voir les changements d'usage et la capacité du locataire à s'organiser et à comprendre son environnement. Parce que comme le dit souvent Alain, c'est quand même, nos locataires sont les experts de leur quotidien, de leurs usages. Ils ont énormément à apprendre à leurs voisins, à nous. On parlait tout à l'heure d'écoute, mais cette plateforme-là, c'est pour écouter. C'est pour écouter, c'est pour mettre en œuvre des solutions locales. Et ces solutions-là, l'énergie, alors vous avez vu passer dans les salles assez rapidement, on a développé un outil il y a 4 ans qui s'appelle la maîtrise de la dépense énergétique. C'est du long terme, c'est du quotidien, c'est la relation de gardien, c'est la relation avec son voisin, c'est des ateliers assez réguliers. Et ces animateurs de ces ateliers-là vont demain avoir un statut Pas-de-Calais Habitat pour une partie des gardiens dans un décret qui a clairement indiqué, et ça la loi Elan nous permet aujourd'hui, c'est l'article 28, c'est en quoi on peut ajouter à la fonction de bailleur des éléments complémentaires qui contribuent à la poursuite de son service public. Et le locataire aura un statut qu'il faut imaginer. Alors à travers des plateformes smart, à travers une coopérative, une SKIC, une SAS, géré, piloté par les locataires, coproduit d'une manière locale. Ce qu'il faut absolument, c'est ne pas perdre l'objectif que le locataire doit mettre dans son quartier, à son échelle, des décisions de l'activité qu'il veut réaliser demain. Donc on n'a pas les modèles aujourd'hui, ils ne sont pas présents. On n'est pas sûr de l'emploi qualifiant aujourd'hui parce que le principe et les fonctions ne sont pas déterminées, on est en train de les découvrir et de les mettre en œuvre. Donc oui, cette plateforme demain servira à porter une activité ponctuelle, saisonnière, du locataire, animée par un process très clair qui est géré par le ministère du Logement qui s'appelle le décret charge. Et cette combinaison-là, ce maillon-là solidaire, social qu'il va falloir créer. Et sans faire de concurrence, on y tient dans notre discours à l'ensemble du dispositif droit commun existant, de l'insertion, de retour vers l'emploi, que ce soit des entreprises d'insertion, des associations d'insertion qui ont des fonctions bien particulières et bien déterminées. C'est surtout de la connexion, mais forcément cette connexion on est en train de faire naître un écosystème un peu particulier qu'il va falloir rémunérer ou qu'il va falloir alimenter à travers cette nouvelle gestion de valeur qui va être créée dans le quartier. Merci, parce que cette franchise, cette honnêteté que vous avez de reconnaître le risque d'être perçu comme un concurrent quand on arrive avec ce type de solution telle que vous développez. On le vit aussi, nous, à pleine commune. Et voilà, j'avais résumé dans ce tweet qui était... Un projet, pour vous donner un peu d'échelle temps, un projet pour le mettre en œuvre et mettre en route une dynamique, c'est entre 6 mois et 1 an. Après, on commence à monter un peu en puissance et à avoir cette légitimité d'accueillir, mais on ne débarque pas dans un quartier en disant voilà le modèle, voilà les outils, voilà les objets de formation, la formation, et on déroule. Non, on déroule à partir du moment où l'ensemble de l'environnement, l'ensemble des bulles qu'on a montré tout à l'heure, à partir du moment où on les a évalués, on les a entrés dans cette dynamique-là et on est dans un discours commun.
avec un court extrait de Clément Morla, économiste, qui nous disait qu'il y a une valorisation collective et territoriale aussi dans ce modèle-là. C'est-à-dire qu'il y a bien des indicateurs qui sont là, mais pas trop identifiés, ni mis en connexion entre organisations. Et ça, c'est un point qu'il faut travailler, je pense, ensemble. Ça, c'est effectivement le point fort de Clément sur la mise en commun et la mise en débat de ces indicateurs. C'est la base de notre travail avec lui. J'ai vu des mains se lever, mais peut-être que peut-être c'est toujours les mêmes qui prennent la parole, mais il me semblait que non, c'était pas Colette qui avait levé la main. Non, d'accord. Bon, allez-y, madame. Oui, merci. J'ai deux questions. Donc, en ce qui concerne quand même la suite de la présentation de Titoine Lampa, par rapport à ces réponses, je me demandais quand même si on pouvait organiser, puisque ce problème ne se pose pas uniquement au Maroc, mais il se pose au moins dans tout le Maghreb, ce problème des nappes phréatiques qui s'assèchent, de l'eau potable qui manque, etc. Si on pouvait envisager une globalisation bon, évidemment, l'exemple est mal choisi entre le Maroc et l'Algérie, mais que la recherche, par exemple, de cette fabrication de tissus qui soit valable au point de vue alimentaire, si on peut envisager cette recherche de façon groupée entre plusieurs pays, si on peut exporter ce genre de brevet au niveau de l'Afrique, puisqu'il y a une grande bataille pour l'accès à l'eau pour tous. Est-ce qu'on peut envisager que l'accès à l'eau pour tous, ça concerne également l'accès à tous les brevets industriels permettant l'accès de l'eau à tous? Ça, c'est une première question. J'avoue qu'elle est un peu générale, mais bon. Par rapport à ce que vous disiez aussi sur le danger qui est de gagner du temps, j'ai vu l'exemple de petits villages en Algérie où effectivement on pensait que c'était un progrès d'installer l'eau courante, mais les femmes ont beaucoup perdu parce qu'elles se retrouvaient à la fontaine et ensuite elles étaient enfermées chez elles. Donc je vais dans votre sens et dans votre sens aussi. Et en ce qui concerne une collaboration éventuelle entre les paysagistes et puis justement le travail de Jérôme Capet, puis voilà. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au-delà de simplement, enfin simplement, c'est déjà extraordinaire, hein, mais la gestion et l'introduction au solaire dans des cités qui apparemment au départ n'y avaient pas droit, est-ce qu'on pourrait envisager un système encore plus global avec la collaboration justement de paysagistes qui s'occuperaient dès le départ de la végétalisation de ces territoires, qui permettrait aux locataires non seulement de gérer leur rapport énergétique au niveau de l'immeuble, mais qui également leur permettrait d'avoir une autoconsommation, parce que pour l'instant c'est toujours c'est des associations différentes qui ne fonctionnent pas en amont. Donc, alors on va laisser répondre s'il vous plaît, mais merci. Peut-être Jérôme, oui, sur la question de cette autonomie par rapport aux sources d'énergie, qui est quelque chose qui pourrait vous lier à Titoine, effectivement. Alors en deux mots, pour revenir sur l'eau, sur le fait de ne plus aller chercher l'eau, sur le fait de... aujourd'hui, dans nos quartiers, ils viennent chercher ce qu'ils allaient chercher avant quand ils allaient chercher de l'eau. Dans nos ateliers, quand on a commencé à introduire les tablettes numériques et les portails, on avait beaucoup de locataires qui nous disaient c'est bien maintenant dans la consommation, mais surtout je peux venir papoter avec vous, alors qu'avant je n'avais pas de prétexte pour sortir de chez moi, aller papoter. Alors c'était l'image d'aller chercher l'eau au puits. Chez nous c'était les lavoirs qui ont disparu. Enfin voilà, toute la modernité qui est entrée dans nos logements, on s'est peut-être pas assez préoccupé, vous avez raison, de la remplacer par d'autres outils urbains qui favorisent toujours cette parole, cette mise en communauté et cette croissance de l'urbain. Oui, on peut regarder ça dans la régénération des quartiers. Ce qui se passe en Angleterre, ils ne réhabilitent pas, ils régénèrent. Le terme est assez important parce qu'en fait, ils réutilisent, il y a une notion qui est plus sociale dedans. Néanmoins, le solaire, ça marche bien comme ça ne marche pas très bien. Je vous explique pourquoi. Si derrière ça, il n'y a personne qui s'en occupe, ça ne sert à rien de mettre du solaire.
Si on fait un jardin partagé, aussi bien dessiné soit-il, et qu'il n'y a personne dedans, ça ne marche pas. Si on n'a pas dans les maisons ressources, dans les lieux de coopération, la difficulté qu'on évoque et qu'on partage assez souvent, c'est qu'il faut des personnes autour de la table, il faut des contributeurs. Et ensuite, on peut créer. Notre DG se disait assez souvent, on a fait 5 programmes en rue de grand accord dans notre région, avec des beaux dessins, des très belles architectures, des intégrations urbaines très bien faites, voilà, enfin une certaine fierté de nos équipes, à la fois sur le côté social et mis en place. Et beaucoup de locataires disaient, ouais, mais c'est pas chez nous, parce qu'on les a oubliés au passage. On les a oubliés dans la coproduction. Et ça revient à la discussion tout à l'heure de M. Caron qui dit la démocratie participative, à partir du moment où tout est décidé 5 ans avant dans les plans de réhabilitation et mis en place, ça ne sert pas à grand chose à part faire passer un certain nombre de projets. Donc oui, c'est ce qu'on vise dans les associations qui naissent à travers le collectif. On a du jardin partagé. On a la création de sous-parties, on a la création de marchés de Noël pour vendre des objets. On a tous ces prétextes qui font en sorte que... Mais ces prétextes-là, ils ne sont pas initiés par le bailleur, ils sont initiés par le collectif d'habitants qu'on forme à initier des projets. C'est-à-dire qu'on forme les gens à s'organiser, tout en respectant les métiers du bailleur d'un côté et les métiers de la collectivité de l'autre pour éviter d'avoir trop d'influence sur ce qui va être... Trop d'influence et de responsabilité. Parce que la responsabilité du jardin partagé, elle est bien des jardiniers. S'il est initié par le bailleur, vous pouvez être sûr que ça ne marche pas. S'il est initié que par une démarche descendante, ça ne marche qu'un temps. Le jour où il n'y a plus de subvention, c'est mort. Donc c'est ça l'habitat contributif, c'est de créer un modèle d'auto-subvention qui doit être aidé au départ, hein, d'où nos programmes européens, notre recherche de financement, comme dans tout projet. Mais on est dans cette axe-là où, à un moment donné, une fois qu'on a mis la dynamique, il faut que cette dynamique continue quand nous, ce qu'on appelle le plus est parti. Quand l'équipe n'est plus là, il faut que ça continue à fonctionner avec des nouvelles idées. Et les idées qu'on a aujourd'hui, tout à l'heure on disait qu'on bâtissait pour 30 ans, c'est faux. On bâtit au moins pour 100 ans. Par contre, il est sûr que tous les 30 ans, le bâtiment va évoluer. Mais il évoluera qu'à partir du moment où, du départ, on a mis un dynamisme des habitants et du collectif d'habitants qui gère ces logements-là pour être en capacité de prendre ce changement-là. Sans quoi les investissements, aujourd'hui les plans d'investissement ils sont à 50 ans. Ils sont plus à 30 ans. Donc voilà un petit peu pour répondre, mais on est dans cette même démarche-là, de toujours recherche de cette parole autour de l'eau, autour du lavoir à un moment donné chez nous, autour d'un jardin partagé à un moment donné, et aujourd'hui c'est les outils numériques qui vont générer cette curiosité, cette mise en place et ce débat qui va faire en sorte qu'on va créer de la convivialité, du dynamisme. Merci Jérôme d'avoir fait le lien, un très beau lien avec la présentation de Titouan. Donc je vous propose qu'on conclue ces entretiens. Je vais laisser Bernard dire un mot de conclusion. Enfin, conclusion, c'est peut-être un grand mot, mais bon, d'abord je voulais remercier tout le monde, à commencer par les participants du public à ces entretiens, et dire que, voilà, comme je l'ai déjà dit 2 fois d'ailleurs, on enchaîne l'an prochain. On a déjà, ce qu'on ne fait pas d'habitude, mais pour la première fois qu'on a décidé, avant ces entretiens-ci, des entretiens l'année prochaine, puisque ce sera le 2e épisode de ceci. En fait. Bon, Jean-Claude Anglebert, je crois, est parti, mais il posait une question que j'ai reprise tout à l'heure, je la reprends à nouveau. Nous pensons que, pour répondre à sa question, c'est-à-dire pour faire lien entre ce que nous essayons de faire en Seine-Saint-Denis, ce qui se fait à Pas-de-Calais, à Habitat, à Los Angeles, au Maroc, à Guayaquil ou ailleurs, il y a beaucoup d'autres endroits en fait, où il se passe des choses. Il ne suffit pas de créer des réseaux, de mettre... c'est une discussion que j'aurais bien aimé avoir avec Saskia Sassen, mais finalement on n'a pas réussi à l'avoir. Il ne suffit pas de mettre en réseau des localités. Il faut à un moment donné formaliser des transformations, par exemple juridiques, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Et nous disons c'est le nouveau droit de l'internation. Voilà. L'internation étant un concept que nous reprenons chez Marcel Mauss, qui n'est pas l'international, qui est le concert des nations, qui ne disparaissent pas, les nations, les localités, les villes, les cités
cités HLM, les bâtiments dans les cités, etc., ce sont des localités, et les localités, il faut les repenser d'une manière non régressive, non fermée, non fasciste, pour parler une langue un peu inappropriée d'ailleurs, peut-être parce que je ne suis pas sûr que les nouvelles extrêmes droites soient exactement ce qu'on appelait le fascisme autrefois en Italie, mais bon, ça c'est une vaste question. En tout cas, nous pensons qu'il faut répondre à ces enjeux-là avec beaucoup d'ambition et en portant le sujet à l'échelle de la planète. Et en faisant, nous voulons établir une plateforme de négociation entre les continents, entre les grands acteurs, ce qu'on appelle en géopolitique les grandes régions du globe, qui sont les continents, et pour sortir des fausses questions que ne pose pas d'ailleurs, mais qu'impose de manière terroriste Donald Trump et quelques autres. Voilà. Ce sont les grands terroristes de notre époque, en fait. Ce sont eux qui génèrent les djihadistes et tout ça. C'est George Bush qui a créé le djihadisme en envahissant l'Irak en 1991, etc. En incitant l'Irak à envahir le Koweït et ensuite en attaquant l'Irak avec une grande coalition dont la France faisait partie. Et dans la deuxième guerre en question, c'est Dominique de Villepin qui a sauvé l'honneur de l'Occident. Cet homme de droite que je combats et que je salue parce que je trouve que heureusement qu'il était là. Maintenant, nous pensons qu'il faut, voilà, nous sommes en état d'urgence, d'urgence absolue. C'est une urgence où il n'y a plus d'alternative que de l'assumer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc nous essaierons l'année prochaine de poser ces questions dans cette salle en préparation d'une démarche que nous faisons auprès des Nations Unies, donc le 10 janvier 2020. Donc on vous en reparlera certainement par d'autres voies. Nous avons une réunion demain d'un groupe qui est déjà constitué pour ça. Nous en aurons une autre au mois de février. Et nous en aurons d'autres dont nous informerons tous les gens qui suivent la vie de l'IRI, d'Arsène Striss et de pharmacon.fr. Voilà. Et on essaiera de répondre aux questions, par exemple, parce que les questions que vous posez, ce sont des questions de géopolitique dans l'Anthropocène. Et donc il faut les poser en argumentant beaucoup. Si on veut remettre en question le droit des brevets, etc., et moi je suis tout à fait pour faire cette remise en cause, mais il faut avoir de très très solides arguments. Et avec des modèles de rationalité économique nouveaux, qui sont vraiment crédibles, voilà, et qui constituent des communautés d'intérêt planétaires. Donc si on n'est pas capable de faire ça, ça ne marchera pas, et tout se terminera de manière apocalyptique. Bonne soirée, bonne apocalypse, et à bientôt, à l'année prochaine.